Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption protestante. Je suis Antoine Gouritin. Aujourd'hui, promis, il s'agit de l'épisode le plus positif et inspirant de la série. Je vais vous emmener à Saint-Malo. Mais d'abord, nous allons faire un petit tour en Inde, en Catalogne et à l'Elysée. Vous l'avez sans doute déjà entendu, les startups de la Silicon Valley mettent tout en avant une mission qui rendra le monde meilleur. Vous vous souvenez des Tchèques qui voulaient redonner une dignité aux SDF en les transformant en bornes Wi-Fi ? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'écouter l'épisode 1 sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. Je vais prendre deux exemples emblématiques. Le premier, c'est Airbnb. L'entreprise croit toujours dur comme fer aider des familles pauvres ou des classes moyennes à boucler leur fin de mois. Le deal est simple, quand vous n'êtes pas chez vous, louez votre logement et gagnez de l'argent. En réalité, cela a surtout participé à la hausse des prix des logements dans les grandes villes et à la transformation d'hébergements en location touristique. Résultat, les locaux ne peuvent plus vivre chez eux. À Barcelone par exemple, les riverains se battent. En plus de manifester régulièrement contre l'invasion touristique de la capitale catalane, des associations de Barcelonais traquent les locations illégales. Deuxième exemple, avec Uber. Quand on écoute son fondateur Travis Kalanick, la mission de Uber est d'éradiquer les bouchons en ville et par la même occasion la pollution atmosphérique. Rien que ça. Cette vision utopique est sans doute sincère, mais il ne s'agit pas d'entreprise philanthropique, loin de là. Là, je vous renvoie à l'épisode 4. Et la pression mise par les investisseurs est telle que la course au profit engendre de vrais désastres sociaux. Par exemple, quand Uber s'est lancé en Inde, l'opportunité était trop belle. En plus d'être nombreuse, la population indienne ne possède pas beaucoup de voitures personnelles. Le problème, c'est que Uber a attiré de nombreux chauffeurs en leur promettant des gains 4 fois supérieurs à ce que gagnaient les taxis, et les a même aidés à emprunter pour acheter des voitures neuves. La hausse du nombre de passagers n'a pas suivi celle du nombre de chauffeurs. Les clients se sont donc vite fait rares, et Uber s'est mis à moins payer les chauffeurs en profitant de la concurrence entre eux. Résultat, des manifestations d'abord, et ensuite des suicides de chauffeurs, incapables de rembourser le prêt pour l'achat de leur Tata toute neuve. Est-ce que les employés de ces sociétés sont conscients des implications de leur travail ? Sans doute pas. Tristan Harris, ancien de chez Google, dit même que les employés de Facebook sont payés très cher pour surtout ne pas poser de questions. C'est un sujet qui pourrait faire un épisode complet. Ça viendra peut-être, mais en attendant, je vous ai préparé une liste de lecture que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site d'information Mais où va le web ? En France, on a vu le président Macron il y a peu inviter Uber, Facebook, IBM, Microsoft et compagnie à l'Elysée pour un sommet qui s'appelait Tech for Good. La technologie au service de l'humanité donc. Ça n'a pas eu l'air de choquer grand monde. Contre la promesse de quelques embauches, on sert la soupe aux géants américains, qui pour certains ont licencié en France ces dernières années. Ou promettent de créer des centres de recherche chez nous, ce qui les arrange de toute façon parce que les salaires des chercheurs leur coûteront 3 fois moins cher que dans la Silicon Valley. Au départ, l'Elysée n'avait même pas convié d'acteurs français à cette réception sous les ors de la République, avant de se raviser devant la bronca de ces fameux entrepreneurs à impact positif à la mode. Je sais, je vous avais promis l'épisode le plus positif et inspirant de cette première saison. Je vous l'accorde, ça part plutôt mal, mais ça s'en vient. De mon côté, j'ai cherché un produit qui joue vraiment un rôle dans la vie de vrais gens, fait par une société qui n'est pas dans la surenchère marketing. Impossible à trouver dans la Startup Nation ? Eh bien non. Et je n'ai pas eu à aller chercher très loin puisqu'une société de ce type existe à Saint-Malo. Elle s'appelle Familéo. J'ai rencontré les deux fondateurs de la société, Armel de Lesquin et Tanguy de Gélis, ainsi que Séverine Dubrinfo, coordinatrice au centre hospitalier de Saint-Malo. L'idée de Familéo est venue à Tanguy un jour où il est allé voir sa grand-mère en maison de retraite. Alors l'idée elle est venue par l'intermédiaire de ma grand-mère. Voilà, en fait on lui avait offert à tous entre cousins une tablette et en fait lors d'une visite dans sa maison de retraite, je me suis aperçu que sa tablette était assez peu utilisée, voire très peu utilisée, qu'elle avait du mal à retrouver tous les historiques de messages, les historiques de photos qu'on pouvait lui envoyer et puis au final qu'elle était très nostalgique des lettres et des cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant. Et donc, suite à cet échange, l'idée est venue de créer en fait une passerelle, un mode de communication qui respecte un peu les habitudes de chacun et donc qui nous permette à nous petits enfants d'envoyer un message à notre grand-mère à travers une application mobile, parce qu'aujourd'hui c'est la seule chose qu'on sache faire, mais sans pour autant imposer l'usage des nouvelles technologies à nos grands-parents. Voilà. Donc voilà un petit peu comment l'idée est venue. Et très rapidement, j'en ai parlé à Armel et on a fait ainsi le tour de pas mal de maisons de retraite en Ille-et-Vilaine avec l'accompagnement notamment du centre hospitalier de Saint-Malo pour creuser l'idée, creuser le besoin, creuser les différentes fonctionnalités qu'il fallait qu'on mette en application pour ce projet. Donc voilà comment l'idée est venue d'une visite toute simple et d'un besoin tout simple.
Quand Tanguy parle de son projet à Armel, ce dernier a déjà tenté une aventure entrepreneuriale qui ne s'est pas très bien passée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que alors moi j'étais à l'époque, j'avais créé une première boîte de flotte de véhicules électriques en autopartage qui a été un vrai four, ça n'a pas du tout marché. Et c'est vrai que quand Tanguy m'a appelé, quand il m'a parlé du projet, tout de suite ça m'a parlé, ça m'a effectivement mis un peu la puce sur l'oreille en me disant il y a vraiment il y a quelque chose. C'est vrai que l'idée est loin d'être bête, elle est très simple et justement c'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais néanmoins, moi j'étais assez échaudé par mon premier échec entrepreneurial. Tanguy est quelqu'un de par nature assez prudente et donc on a vraiment fait 6 mois de terrain. Et ça, je pense que c'est un gros enjeu. Voilà, alors je ne sais pas si on peut parler de succès, mais en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un peu touché, on a trouvé notre marché, c'est qu'on a vraiment fait 6 mois de route, on a cramé de la gomme à aller voir plein de professionnels. Comme le disait Tanguy, on a eu de la chance d'être accompagné par des gériatres du centre hospitalier de Saint-Malo, qui nous ont ouvert leur réseau, etc. Donc on a vraiment eu la conviction qu'on répondait à une problématique majeure en France, qui est l'isolement des personnes âgées par rapport à leur famille. Vous l'avez déjà entendu de la bouche de Tanguy et Armel, la force de l'idée de départ de Familéo, c'est sa simplicité. Séverine Dubrinfo du centre hospitalier de Saint-Malo m'a avoué hors micro que les professionnels au contact quotidien avec les résidents et les familles ont même été un peu surpris, voire piqués au vif, de ne pas avoir eu cette idée avant. Séverine a fait partie des premiers à aider les 2 entrepreneurs pendant leur étude de terrain. Ils sont venus nous voir à peu près, c'était en 2014 je crois, sur l'EHPAD de la S, qui avait en plus, c'était un EHPAD très récent puisqu'il avait 1 an je pense, l'ouverture remontait à 1 an. Et donc moi on m'avait juste dit est-ce que tu peux rencontrer 2 personnes qui vont te présenter un projet et sincèrement c'est ce que je disais avec un collègue animateur, on était présent lors de cette réunion. On a vu tout de suite l'intérêt pour les résidents parce que ça permettait de continuer à garder du lien, surtout avec les familles, les proches. Parce que moi je m'aperçois dans mon métier justement que les gens une fois qu'ils rentrent en structure, la famille s'éloigne un petit peu plus, les voisins n'ont plus de nouvelles. Donc c'était très important d'une part pour la famille et puis après quand on a vu la joie que ça pouvait procurer aux résidents à la réception de la Gazette. Encore ce matin, il y a une dame, elle a eu une Gazette plus 2 cartes postales, elle était aux anges quoi. C'est vraiment chouette que ces petits riens amènent autant de bonheur, autant de plaisir. On les a plutôt guidés sur quel professionnel se tourner. Moi, je me souviens avoir eu un échange avec Armel et Tanguy sur leur disant qu'on a des ergothérapeutes dans nos structures. Autrement, non, eux, ils avaient déjà l'idée de passer sur du papier, puisqu'ils avaient constaté que de toute façon, tout ce qui était tablette, il y avait une forte fracture numérique. Donc, en fait, les résidents n'utilisaient pas du tout ces nouveaux moyens de communication. Et voilà, c'était juste appuyé. Puis clairement, on avait dit oui quand on nous a demandé de faire partie des établissements pilotes. On a sauté sur l'occasion parce que c'était riche, je trouve, comme expérience. Et ça l'est toujours, en fait. Comme on les accompagne encore énormément et que c'est vrai qu'ils nous sollicitent facilement dès qu'il y a soit un témoignage à faire, soit... là, je vois ce matin, on était pour un shooting photo pour certains résidents et les résidents, je pense que dès que je leur dis le mot Familéo, vous savez, c'est pour la Gazette, ils me disent oui tout de suite, limite, je pense qu'on pourrait leur demander n'importe quoi et ils seraient capables d'accepter sans aucun problème, quoi. Dès l'instant où il y a le mot Familéo dedans, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et j'ai bien compris leur enthousiasme en entendant les belles histoires de réception des gazettes racontées par Séverine, Tanguy et Armel. Comme ces 2-là. C'est une dame qui du coup communique plus du tout, qui est aphasique, donc c'est vrai qu'on a du mal avec les collègues soignantes à rentrer en communication avec elle. Elle a pris la Gazette, elle l'a serrée contre son cœur comme si en fait elle embrassait quelqu'un de sa famille. Et c'est ce genre de réaction ou des visages qui s'illuminent. Moi je vois la dame ce matin encore, elle arrivait, elle n'avait pas bien dormi et puis en fait dès qu'on lui a amené son courrier, c'était plus la même, quoi. C'est clairement, elle a complètement changé d'attitude. Et puis un monsieur aussi là qui me racontait, en fait il avait des nouvelles de son petit-fils qui était parti 6 mois au Costa Rica et un jour en fait en lui redonnant sa Gazette, sa fille était juste à côté et puis il a dit sur le ton de la boutade, demande à Séverine, elle va t'abonner à Familéo, comme ça tu recevras aussi des nouvelles de ton fils. Ça c'était vraiment un moment assez fort et puis voilà, qui liait amour et humour et c'était super important je trouve pour eux. Ce que des jeunes utilisateurs de Familéo m'ont raconté, c'est comment la Gazette pour les grands-parents les a rapprochés entre cousins.
Tout le monde voit ce que les autres postent pour la gazette de la grand-mère ou du grand-père, alors qu'ils n'avaient des fois plus beaucoup de contact entre eux. C'est vrai qu'en fait, dès le début, on avait en tête de recréer un peu la cousinade. Donc l'idée, c'était, on s'inspirait beaucoup du dîner familial autour des grands-parents, où en fait tout le monde est là, on parle aux grands-parents, les autres se taisent un peu, mais s'enrichissent énormément des échanges auxquels ils assistent. Donc c'était un peu l'état d'esprit, la philosophie dans laquelle on voulait rentrer. Et donc effectivement, dans l'appli, dès le début, on a mis en place ce mur familial qui fait qu'en fait, par exemple, quand moi je vais écrire à ma grand-mère sur Familéo, le message va être posté sur le mur familial et donc va être visible aussi par tous les autres membres de ma famille. Et c'est vrai que du coup, chacun peut s'enrichir des échanges des autres. Mais on avait donc c'était effectivement dans l'ADN du projet, mais on n'avait pas estimé, on avait sous-estimé en fait l'impact que ça allait avoir au sein des familles. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses familles qui nous écrivent aujourd'hui pour nous dire que au-delà de pouvoir écrire à leur grand-mère, Familéo leur permet vraiment de se tenir informés les uns des autres. C'est vrai qu'on a des familles aujourd'hui qui sont éparpillées un peu aux quatre coins de la France, voire du monde. Et donc Familéo est aussi un moyen de voir ses petits-neveux grandir, de voir les nouvelles naissances arriver. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi une des vertus de cet outil. Ouais. J'ai vite remarqué un point commun entre toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'orbite professionnelle plus ou moins proche de Familéo. Quand on travaille avec le produit, on en devient vite l'utilisateur à titre personnel. Et effectivement, moi j'ai abonné ma grand-mère, je pense que ça va faire 1 an là bientôt. Et c'est vrai que moi j'attendais que ça, qu'ils sortent le produit pour les gens qui sont à domicile. Parce que nous on est une famille, on est éclaté un peu aux 4 coins de la France et voir du monde, parce que j'ai des cousins qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et sincèrement d'avoir des nouvelles, donc c'est effectivement pour ma grand-mère, mais nous ça nous a permis aussi de reprendre contact et de savoir un peu ce qui se passe dans la vie de chacun sans rentrer trop non plus dans l'intimité, effectivement, mais c'est un bonheur. Familéo a maintenant un volet B2B, ils vendent à des professionnels, et un volet B2C, ils vendent directement à des particuliers. Ce n'est pas du tout la même histoire, et pour commencer, ils se sont concentrés sur le B2B. Le premier, c'est le B2B où on vend Familéo au sein des maisons de retraite. Donc en fait, c'est le directeur de la maison de retraite qui souscrit à Familéo et qui l'offre gratuitement aux familles. Son objectif, c'est de recréer du lien familial. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien, et les gériatres le savent, les directeurs de maisons de retraite, les infirmières, tout le personnel qui travaille autour du grand âge, quelque part, c'est très bien qu'une personne âgée qui se sent entourée de sa famille, eh bien, elle vieillira mieux. Le lien familial, c'est juste un pilier du bien-être personnel. C'est fondamental. Donc oui, on est parti vraiment sur cette brique pendant 1 an, qui nous a permis d'abord d'avoir une vraie légitimité pour ensuite, 1 an après, développer le B2C. Là, c'est Familéo à domicile pour les particuliers. Donc les gens qui nous écoutent, eh bien, ils souscrivent à Familéo. Donc c'est souvent des jeunes générations, hein. C'est la moyenne d'âge, c'est entre 30 et 40 ans, qui souscrivent à Familéo pour le compte de leur grand-mère ou de leur grand-père. Et là, les gazettes sont imprimées et envoyées par la poste au domicile de la personne âgée. Alors qu'au sein de la maison de retraite, c'est elle-même qui imprime. Voilà, ce qui fait que d'ailleurs, le coût pour une maison de retraite est assez faible. On est en moyenne à 70 € par mois pour tout l'établissement. Vous voyez, c'est pas un enjeu financier dingue. C'est pas un enjeu financier dingue. Bien au contraire. Côté B2C, tout le monde peut s'abonner sur le site de la société et alimenter le mur familial en photos. Selon la formule d'abonnement choisie, ces photos sont envoyées sous forme d'un petit journal papier, la fameuse gazette, une fois par semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois. Pour réussir à envoyer ces gazettes, cela a nécessité d'inventer une nouvelle organisation et toute une logistique. Je me suis rendu au sud de Rennes, chez En Direct, où une partie des gazettes Familéo est imprimée. Et c'est Sylvie Wiseau qui gère cette production. Je voulais commencer par parler de... justement, on arrive là, la production est lancée pour Familéo. C'est quoi ? C'est tous les lundis que vous imprimez pour Familéo ? Oui, c'est tous les lundis qu'on imprime les gazettes de Familéo, oui. Et ça représente, vous êtes combien de personnes à travailler sur les gazettes tous les lundis ? 2. Moi, en principal, et mon collègue Gilles qui me seconde. Là, je vais en avoir presque 2000 aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera certainement un peu moins, on va dire dans les 1500, 1600. Au début, on en avait 400, 500, ça a commencé tranquillement et ça a très très vite monté en fait, en quelques semaines. Mathieu Coville, gérant de l'agence de Rennes, nous explique ce que fait En Direct.
La mission, l'objectif d'En Direct, c'est d'être une entreprise adaptée, donc de faire travailler des personnes en situation de handicap. Donc nous, on aime bien se considérer comme la petite fourmi administrative des professionnels. Et donc on va proposer toute une palette de services autour du routage postal, de la saisie de données informatiques, de la relance téléphonique, retranscription de réunions et toutes les tâches sans doute un peu chronophages, sans beaucoup de valeur ajoutée, mais indispensables. Voilà, et en plus, donc ça nous permet de remettre dans le bain de l'emploi des personnes qui sont souvent éloignées. Voilà. On est une dizaine de personnes aujourd'hui sur Rennes. Maintenant, moi, je dirige l'ensemble de la Bretagne et on est aujourd'hui une trentaine de personnes, dont 25 personnes en situation de handicap, dans 4 agences, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc et Brest. Mathieu nous raconte ce qui lui a plu dans le projet de Familéo. On sent que le concept qui est une idée effectivement qui nous a tout de suite enthousiasmés, et je crois qu'on n'est pas les seuls, mais de voir, d'être là au démarrage et de voir comment la mayonnaise prend, si je puis dire, c'est ça qui est vraiment intéressant, et nous, ça nous challenge beaucoup aussi pour essayer de répondre à leurs besoins de croissance, de répondre à leurs exigences, et voilà, donc c'est un bel exemple de partenariat qui nous aussi nous fait grandir. Je me suis alors posé la question des raisons de Familéo à travailler avec En Direct plutôt qu'un autre prestataire. Voici la version de Mathieu. Je crois que le fait qu'on soit une entreprise adaptée les a séduits au départ. Et donc pour eux ça avait du sens de faire ça. Donc il y avait une notion de valeur à mon avis importante dans leur choix. Et après c'était à nous de montrer qu'on était capable de répondre à leurs exigences, que ce soit en termes de délai, de timing, de tarifs. Et pour l'instant c'est ce qui s'est passé, donc voilà. Mais c'est vrai que l'aspect entreprise adaptée a joué, je pense, beaucoup dans leurs décisions, même s'il faudra leur demander. Tanguy lui répond à quelques semaines et dizaines de kilomètres d'écart grâce à la magie de la radio. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont joué. Effectivement, la dimension sociale d'En Direct nous a tout de suite beaucoup plu. Le contact aussi nous a beaucoup plu, et puis après En Direct aussi présente le gros avantage d'être flexible, d'être très flexible. Et c'est vrai qu'une des problématiques qu'on avait au démarrage, c'était que les premiers lundis, il y avait uniquement quelques gazettes, voire quelques dizaines, et donc il fallait quelqu'un qui puisse aussi nous accompagner avec cette flexibilité-là, depuis un volume quasi inexistant au début jusqu'à plusieurs milliers de gazettes aujourd'hui le lundi matin. Donc ils ont aussi une agilité qui était parfaite, pour ce démarrage du B2C. En écoutant toutes les personnes impliquées dans la fabrication de Familéo et des gazettes du produit fini, je pense que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants. Mais il nous reste une voix à entendre, sans aucun doute la plus importante. J'ai suivi le trajet d'une gazette, depuis Rennes où elle a été imprimée jusqu'à la boîte aux lettres d'une utilisatrice Malouine. Je suis même arrivé avant le facteur. Vous savez déjà un petit peu ce qu'il y a dans la gazette que vous allez recevoir aujourd'hui ? Non, elle va arriver à la poste aujourd'hui, alors j'attends. Mais par contre, ils me montrent pas à moi ce qu'ils ont fait. Eux, ils le savent, mais ils me montrent pas ce qu'ils ont fait. Ils veulent que j'ai la surprise, quoi. Paulette Ferron, 87 ans, est abonnée à Familéo depuis 1 an. Ses enfants et petits-enfants lui font la surprise tous les 15 jours avec une sélection de photos. Et la réception de sa première gazette a été totalement inattendue. J'ai reçu la gazette un mardi matin, je suis allée au courrier comme d'habitude, et puis je vois ça, je me demande, alors je téléphone je pensais que c'était Céline, une de mes petites filles, qui avait eu l'idée. Elle a eu l'idée, mais elle a mis Bastien un de mes petits-fils sur le coup c'est lui qui s'occupe de tout. Et depuis, on a démarré, ils étaient 4, et on est 18 maintenant. Mes 2 arrière-petits-fils, les 2 derniers qui ont 9 ans, maintenant participent aussi. Ils envoient des photos. Pas toujours très bonnes, mais enfin c'est sympa. Il y en a quelques fois que je comprends pas trop parce qu'ils prennent n'importe quoi, mais enfin c'est le plaisir de les avoir quand même. Il y a des personnes de l'âge de Paulette qui se sont mis aux ordinateurs ou aux tablettes, ne serait-ce que pour faire des Skype avec les petits-enfants ou recevoir des photos par courriel. Ce n'est pas le cas de Paulette. Non, là je suis contre ça parce que j'ai quand même 87 ans, donc il est peut-être temps que je ne pense pas que je pourrais m'y habituer, je ne le pense pas. Ouais, ça vous a jamais trop intéressé Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse pas. Ça doit être très compliqué. Quand on arrive à un certain âge, je pense que c'est très compliqué. En revanche, dès la première gazette Familéo reçue, Paulette a été conquise. Ah, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super et
Et au moins, je suis en contact avec eux, je les vois tous. C'est super. C'est vraiment... En plus, comme ils voyagent tous un petit peu, ils partent en vacances. Donc, je voyage aussi, moi. Pareil. Quand je les vois, ils me disent, tiens, t'auras une bonne photo sur la semaine prochaine, t'auras ceci, t'auras cela. Parce que ils reçoivent toutes les photos qu'ils envoient de tous, quoi. La famille de Paulette fait donc partie des 7000 particuliers utilisateurs de la plateforme revendiqués par la société. Ce nombre ne cesse de croître et a valu à l'entreprise d'être lauréate du Pass French Tech, un programme national d'accompagnement pour les startups en hypercroissance. Vous vous souvenez de l'épisode précédent dans lequel j'expliquais que hypercroissance et tech for good semblaient peu compatibles ? Familéo est peut-être l'exception qui confirme la règle. À une distinction près. 2 critères peuvent valoir à une entreprise de profiter du Pass French Tech. Les fonds levés ou la progression du chiffre d'affaires. Avec un modèle comme celui de Familéo, c'est le critère de la forte progression du chiffre d'affaires qui a joué. L'entreprise est reconnue parce qu'elle a de plus en plus de clients qui se rendent compte de leur intérêt à utiliser la solution et qui en parlent autour d'eux. Des gens comme Paulette et sa famille donc, à qui je laisse le dernier mot dans cette histoire. J'espère que ça va continuer surtout, pour que ça s'arrête pas, parce que je pense que les autres personnes seraient comme moi, seraient bien embêtées que ça s'arrête. Retrouvez-nous sur Twitter, @disruptionpr, pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.